de Renaissance, l'émission qui questionne les vocations et qui met en lumière les parcours de vie atypiques qui sont portés et soutenus par le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir un invité particulier qui s'est distingué à l'échelle internationale pour ses travaux littéraires en recevant le prix Voix d'Afrique 2021 organisé par les éditions JC Lattès en collaboration avec la Radio France Internationale et la Cité internationale des arts de Paris. Donc aujourd'hui, il va nous parler de sa vie, de sa rencontre entre guillemets hasardeuse avec la poésie, de ses travaux littéraires et de son calendrier à l'année, mais aussi de son regard sur son parcours, et c'est ça qui nous intéresse le plus. Bonjour Fanatiki. Bonjour, Priscilla. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter, au-delà de tout ce que nous avons dit, est-ce que tu peux te présenter en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur à nos auditeurs, afin qu'ils apprennent à mieux te connaître? D'accord, c'est un exercice que je fais très mal, mais je vais quand même essayer de m'y coller. Alors, donc, je suis fan Atchiki, slammer à la base, avant de devenir romancier. Mais avant tout ça, disons que j'ai connu un parcours estudiantin plutôt orienté vers la technique, parce que j'ai un BTS en électronique et maintenance informatique. Et voilà, je suis un père de famille plutôt heureux et puis un citoyen, je le crois, modèle. On espère. Alors, tu nous as parlé de ton BTS, de ton parcours donc estudiantin, qui te prédestinait donc à l'électronique et informatique en gros. Alors, pourquoi tu fais ce choix d'électronique et ce chemin plutôt technique et technologie? Ah oui, alors, comme tous les enfants, j'avais un rêve. Et ma vie ressemblait plutôt à un cliché. Et donc, mon rêve obéissait également à un cliché, et celui de devenir pilote, beaucoup plus grand. Donc, lorsque j'avais 10 ans, je me voyais devenir pilote et ingénieur en électronique aéronautique. Parce qu'à cette époque, je me croyais capable de tout. Je me disais que peu importe la rigueur des études, j'en viendrais forcément à bout. Et donc, j'ai commencé par une initiation à la technique. J'ai fait une sixième, une cinquième préparatoire technique. Ensuite, bon, je dois préciser que j'ai fait mes études à Pointe-Noire. Et donc, sixième, cinquième préparatoire technique. Ensuite, j'ai eu un brevet d'études techniques en électromécanique. Ensuite, j'ai fait un bac F3, donc toujours en électromécanique. Et après le bac, j'ai fait un BTS en électronique et maintenance informatique parce que je me disais que tout ce parcours m'aurait conduit finalement à l'aéronautique. Parce que le but après le BTS était de me retrouver à l'étranger et de me spécialiser voilà, en électronique aéronautique. Mais comme on dit, hein, l'homme propose, Dieu dispose. Et sauf que Dieu a repris mon père très tôt vers lui. Donc, ce qui a fait que mes rêves ont été brisés. À un moment donné, je n'avais quasiment plus personne pour me payer les études. Et Dieu a quand même fait grâce. Il y a mon oncle, donc un petit frère à papa, qui s'est porté garant. Il est devenu mon tuteur légal. M'a payé les études jusqu'à mon BTS. Et à partir du BTS, bon, il fallait bien que quelqu'un d'autre prenne le relais. Donc, je me suis encore retrouvé sans personne pour me prendre en charge, ou du moins pour prendre en charge mes études. À un moment donné, quand on est mis au pied du mur comme ça, il faut prendre des décisions. Et voilà comment je décide donc d'arrêter mes études et de chercher le boulot. Parce qu'il faut bien survivre. Et je cherche le boulot à quel âge? J'avais 18 ans. Et à 18 ans, j'ai appris à vivre seul, à me débrouiller. Heureusement que ma mère m'avait éduqué de façon à ce que je sois autonome. Et donc, je trouve un petit boulot dans une pharmacie à Pointe-Noire et je travaille dans cette pharmacie en tant qu'électronicien parce que oui, en tant qu'électronicien et aussi maintenancier.
Et plus tard, on va m'attribuer d'autres fonctions, notamment on va m'affecter à la gestion des bons de livraison et des bons de commande. Donc en gros, c'était même déjà le début de mon détournement en fait. Donc à partir de la pharmacie, j'ai commencé à faire des choses pour lesquelles je n'étais pas destiné. Mais je me disais que c'était pas un problème parce que j'étais forgé de façon à m'adapter à tout. Et donc, malgré tout ça, je me disais que tôt ou tard, j'accomplirais certainement mon rêve. Et puis vient le moment où tu fais face à la réalité et tu te dis, ben, c'est bon, on n'a plus l'âge de rêver, là on doit faire face à la réalité. Et tu te dis que donc, voilà, là, le rêve, il est vraiment mis aux Donc oui, mais oubliettes. vraiment aux oubliettes, parce que là, ce qui importe, c'est l'argent maintenant. C'est survivre, en C'est fait. survivre, c'est ça. Il faut payer le loyer, il faut payer les factures, il faut manger. À un moment donné, il y a des parents autour de toi qui, quelquefois, t'appellent à l'aide. Donc, on ne vit plus que pour soi, on vit aussi pour les autres. Et c'est à partir de 18 ans que j'ai appris à m'en rendre compte. Qu'on ne vit pas que pour soi. Est-ce qu'à ce moment-là, dans ton parcours aussi technique et vraiment carré hein, qu'il est-ce que tu as déjà des pépites de littérature? J'ai toujours considéré toutes les productions artistiques comme étant des formes de parole. Pour moi, c'est la parole. Et la parole, à la base, elle informe. Et elle se dissimule dans le silence. Et une fois qu'on décide de lui donner une forme, donc ça peut avoir une forme écrite, une forme orale, peut-être une forme picturale, cinématographique, donc peu importe les médiums par lesquels on peut faire usage de la parole, à la base, ça reste la parole. Et j'assimile la parole au souffle, dans le sens où je ne me rends pas compte que je respire. Mhm. Mais je respire néanmoins et ça fait partir de moi. Et lorsque je vais cesser de respirer, ça signifie que je ne serai plus de ce monde. Mhm. Et je pense que tous les humains, sans exception, sont doués d'une parole et ils l'expriment d'une manière ou Ou d'une d'une autre. autre. Et tout petit, déjà même quand je rêvais, parce que j'ai souvent été rêveur, Mhm. et ça n'a jamais changé, j'ai toujours tendance à me raconter des histoires. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Dès lors que je me retrouve seul, et c'est pourquoi j'aime ces moments de solitude, parce que je me raconte des histoires, mais avec tous les détails possibles. Je construis des histoires très bien, Tu les visualises? je les visualise, je t'assure, et je les vis même à un moment donné. Mm. Et ça m'a... Pour moi, c'était un fait banal. Pour moi, c'était normal. Donc, à un moment donné, lorsque j'ai appris que certaines personnes ne se retrouvaient pas dans ce que je disais, dans cette condition-là, j'étais un peu étonné parce que pour moi, forcément, on a la parole. Donc, dès lors qu'on est seul, on s'exprime, soit par le dessin, Mhm. soit par le bricolage, Mm. soit par les journaux intimes, et tout ça. Donc, à un moment donné, moi, ça ne me marquait pas, en fait. Ça, je ne me rendais pas compte que c'était une expression artistique que d'écrire ou encore que de dire un poème ou que de chanter ou de rapper. Pour moi, c'était tout à fait normal et que cela relevait du commun des mortels. Ce qui n'était pas le cas. Oui, mais ça, après, on finit par le découvrir beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard qu'on apprend le sens du mot talent. Mhm. Et le talent, c'est la reconnaissance de l'autre, en fait. Mhm. Parce que celui qui se lève et qui dit « je suis talentueux », je me dis, il a un but de lui-même. Mhm. Alors que le talent, en principe, c'est la reconnaissance de l'autre. Mhm. C'est par donc les regards des autres que j'ai fini par me rendre compte que j'avais un certain talent. Et ça avait commencé avec mon prof de philosophie, Mhm. qui aimait bien ma façon à moi de disserter et ma façon à moi de développer certains arguments, les pensées et tout. Et quelquefois, lorsque je le contredisais, il aimait bien. Et surtout lorsque je remettais en question les arguments ou encore les citations des philosophes qu'on étudiait à l'école. Et ça, il appréciait beaucoup. Mon prof de français également aimait bien mon imagination parce que lorsqu'on nous demandait au moment de la rédaction, quand on nous disait, ouais, voilà, imaginez que vous vous trouvez à une fête et tout ça là, un anniversaire, et puis raconter ce qui se passe. Et moi, j'aimais bien.
ces moments-là de devoir parce que je me disais, tiens, je vais pouvoir raconter tout et n'importe quoi. Et je me Mm. laissais vraiment aller. Mm. Et mon prof de français en quatrième me faisait savoir que j'avais déjà le sens du rythme, de la façon d'écrire, que je jouais beaucoup avec des images. Et à l'époque, je ne savais même pas c'était quoi une métaphore, c'était quoi, Mm. voilà, une litote et tout ça. Donc les figures de style, je les ignorais complètement. Et c'est lui qui commence à m'en parler. Et là encore, je me dis, c'est banal, ça ne me parle pas. Et c'est bien plus tard, lorsque je rencontre le slam, bon, avant le slam, lorsque je commence par faire du rap, que je commence à, que je réalise en fait, que je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai, que les autres n'ont pas forcément. Mm. Et c'était surtout la vision de l'écriture. Donc, tout petit, très jeune, à partir de 15-16 ans, j'avais déjà une certaine vision de l'écriture, une vision très poétique de l'écriture et très profonde. Et c'est ce qui m'a orienté aussi vers le style dans lequel je me retrouve actuellement, donc vers cette identité littéraire que j'ai et que je mets en avant actuellement. Alors, comment se passe donc la rencontre avec le slam? Parce que j'ai dit dans la présentation que c'était une rencontre entre guillemets hasardeuse. Alors, comment elle se fait? Alors ça, c'est une très longue histoire, mais je vais essayer de la résumer quand même. Alors, je suis à l'EAD, donc à Pointe-Noire, et en deuxième année de BTS. C'est un samedi. J'avais pour habitude avec un ami, Archange Koutika, que je salue d'ailleurs, on avait pour habitude les samedis de nous rendre à la plage. Et on disait aux parents qu'on avait cours alors que ce n'était pas le cas, c'est juste qu'on n'aimait pas traîner à la maison. Donc, on trompait les parents. Et là, je dis aux enfants qui m'écoutent, ne répétez pas ça. Ne surtout pas reproduire. Ok. Et parce que les parents nous donnaient donc de quoi nous déplacer les samedis. Et moi, on me donnait 2000 francs, et lui également. Et avec 2000 francs, donc lui et moi, ça faisait 4000 francs. On se retrouvait à la plage et on se comportait comme des pachas. Et on passait toute la journée à la plage, on prenait du jus, et ensuite on achetait de quoi manger, on regardait les gens passer. Et ça, pour nous, c'était intéressant. Ça nous permettait de souffler un peu. Donc on avait notre petit moment à nous les samedis. Et puis un jour, bizarrement, on ne m'avait rien laissé à la maison. Chez lui non plus, on n'avait rien laissé. Donc, on avait eu l'impression que nos parents s'étaient concertés, comme s'ils avaient découvert le poteau rose. Mhm. On s'était dit, bon, c'est vrai qu'on n'a rien, on n'a pas grand-chose, mais on peut toujours aller à la plage et puis se partager ne serait-ce qu'une bouteille. Mhm. Donc, on se retrouve à la plage, lui et moi, j'avais 500, lui également, on achète une bouteille et on a perfusionné cette bouteille-là de 12 heures à 15 heures. Donc, Ah, pendant ça, 3 heures du temps, on n'a pris qu'une seule une bouteille, seule lui et moi. bouteille. Donc, on s'est partagé une bouteille, lui et moi. Mm. Et la bouteille, la pauvre bouteille, elle avait tellement chauffé. À un moment donné, on s'est mis à s'ennuyer. Et il me dit, tiens, il y a le slam à l'Institut français. À l'époque, c'était le Centre culturel français. Mm. Moi, je lui dis, bah, déjà, le rap qui est là depuis des années n'est pas intéressant au Congo. Il n'y a que des rappeurs nuls. Et le slam qui vient d'arriver, je ne crois pas qu'il y ait de bons slammeurs. Donc, je préfère encore rentrer chez moi et m'ennuyer plutôt que d'aller écouter des slammeurs qui vont m'énerver, qui vont produire des textes sans queue ni tête, des textes nuls. Non, je préfère rentrer chez moi. Il me dit, il y a des jolies filles là-bas, tu n'imagines pas. Et là, je lui dis, tu aurais dû commencer par là. En fait. Et C'est voilà plus comment, simple. voilà. Et voilà comment je me fais appâter. Et on se retrouve à l'Institut français. J'assiste à mon tout premier atelier. C'est l'association Style Oblique qui anime l'atelier par la voix de Gilles Douta. J'apprécie bien l'atelier parce que l'atelier consistait aussi à nous rappeler les règles de la grammaire et de l'orthographe. Mhm. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et lorsqu'on arrive à la session de déclamation, j'entends un texte déclamé par Gilles Douta intitulé La main. D'ailleurs, c'est un texte qu'on peut retrouver sur YouTube. Mm. Quand il dit ce texte, c'est un texte tout simple, mais bien écrit, extrêmement bien écrit. Et j'avais été emporté par la simplicité, la beauté, la profondeur de ce texte. Mhm. Et puisque je faisais déjà le rap à cette époque-là, je m'étais dit, je vais rentrer chez moi, écrire un texte du même niveau.
Et voilà comment j'ai été séduit par le slam, et voilà comment je me suis retrouvé, voilà, comme membre du style oblique, et voilà comment j'ai marqué mon tout premier pas dans le slam. Est-ce que jusque-là, tu te dis que ça reste un hasard ou bien c'est plutôt, bon, je pense qu'il est peut-être tôt de poser cette question. Est-ce que c'est une réorientation? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de cette âme d'artiste que tu avais déjà, Mhm, mais sur laquelle tu n'avais pas mis de nom, que les mhm, autres percevaient déjà. mhm. Est-ce que cette orientation dans un canal technique, technologique, n'était pas une façon de te fuir finalement? Alors, moi je dirais non, parce que comme je l'ai dit, pour moi, la parole, c'est une nature propre à l'humain. Et donc, pour moi, ce qui fait qu'à un moment donné, qu'on sorte du commun, c'est le talent qu'on manifeste ou les qualités qu'on présente dans tel ou tel domaine. Sinon que pour moi, un homme est universel et il est capable de tout. Donc, dès lors qu'il n'est pas encore moulé, Mm. il est capable de tout. Et il peut prendre n'importe quelle forme. Mhm, Mais il faut tenir compte aussi de l'éducation que nous avons reçue. mhm. Parce que tout petit, on nous programmait non pas à être des créateurs, mais à être employés. Donc, moi, mon premier rêve était d'être un employé modèle. Voilà. On ne m'avait pas dit que je pouvais être créateur. Et c'est bien plus tard que j'ai fini par me rendre compte que j'avais en moi cette nature-là de créateur, de démiurge, si je peux singer un peu les dieux. Mm. Et c'est en finissant par acquérir une certaine maturité qu'on ouvre les yeux et qu'on s'en rend compte. Mais sinon, avant, je me disais que j'étais ouvert à tous les possibles. Ouvert à tous les possibles et ce talent que tu avais, tu l'aurais converti en excellence en aéronautique. Oui, et c'est bien de sortir ce mot excellence parce que c'est un mot qui m'a toujours accompagné partout dans tout ce que je fais. Mm. Non pas que je dirais pas que tout ce que je fais est excellent, non, mais je m'emploie Mm. à être excellent dans tout ce que je produis, dans tout ce que j'accomplis. Parce il y a un adage qui dit à défaut, non, autant mieux vaut viser la lune parce qu'à défaut de l'atteindre, on va au moins Mm. errer parmi Mhm. les étoiles. Mhm. Et ça, c'est un adage qui m'a toujours marqué. Et c'est pourquoi je me suis toujours donné à fond. Et c'est ce qui a fait que je puisse avoir aussi un parcours scolaire intéressant. Et c'est ce qui a fait aussi que mes parents puissent croire en moi, si bien que quand je leur avais dit que je voulais bien travailler dans l'aéronautique, ils m'avaient dit oui, ça va nous demander beaucoup de sous, mais on croit en toi, donc on fera le nécessaire. Donc voilà un peu comment est-ce que l'excellence m'a bâti, m'a forgé dans tout ce que j'ai pu accomplir. Et d'ailleurs, c'est même ce mot-là, excellence, ou cette quête de l'excellence qui m'a conduit jusqu'ici, en fait, jusqu'à la petite notoriété que j'ai. Alors, la petite notoriété, parce que tu l'appelles la petite, mais c'est pas tout à fait le cas, va trouver vraiment une opportunité d'expression dans le prix Voix d'Afrique, Mhm. qui est donc organisé chaque année depuis plusieurs années, tu peux me préciser en tout cas, Oui. mais par les éditions JC Lattès, RFI et la Cité internationale des arts. Mhm. Comment tu as cette information? Comment tu t'inscris? Comment tu te dis que peut-être ça peut être pour toi? Peut-être que ça peut constituer une plateforme d'expression. Voilà. Qu'est-ce qui te dit que tu peux tenter ta chance? Est-ce que les ateliers de slam et poésie t'ont suffisamment donné confiance en toi? Mhm. Ou tu sais, bon, on y va et puis on voit ce qui se passe? Alors, c'est un peu de façon inopinée que je tombe sur l'information. Et je dois préciser qu'on est dans un contexte de Covid. Donc, on est tous plus ou moins assignés à résidence. Mhm. On ne peut pas sortir de chez nous. Et aussi, on n'a pas le droit d'exercer nos métiers, notre profession. Et ce qui a fait que moi, étant artiste, étant slammer, puisque à partir de 2016, je quitte Pointe-Noire, je viens je viens renaître de façon professionnelle ici à Brazza. Et je commence donc à vivre exclusivement de l'art
ici à Brazza à partir de 2017. Mhm. Mais en 2020, je n'ai plus le droit d'exercer. Mhm. Donc, je deviens chômeur. Et heureusement que j'avais eu un petit marché qui m'avait payé grassement bien avant, et ce qui avait fait que je puisse quand même passer cette période-là d'oisiveté sans trop de mal. Mhm. Mais c'est assez difficile quand même quand on est habitué à sortir, à aller prester quelque part, à gagner de l'argent, ou encore à aller animer des ateliers d'écriture et à rentrer chez soi. À un moment donné, il y a, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai fini par ressentir comme un dégoût de soi. Mhm. Parce que je trouvais que je n'avais plus aucun sens. En fait, il n'y avait plus aucun sens à mon existence. Mhm. Et pour retrouver ce sens-là, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire là actuellement? Ben, la seule chose que je savais faire, c'était écrire. Donc encore faire usage de la parole Mhm. sous forme d'écriture. Et voilà comment je me suis mis à écrire donc ce roman, Cave 72. Mais le roman en lui-même, je l'ai pensé depuis 2018. Et J'ai- qu'est-ce qui t'emmène à le penser? Ça a commencé par une blague avec des potes. Mhm. Une blague, on marchait, je ne sais plus où est-ce qu'on se rendait. Et puis, donc on s'est mis à voir les noms des caves. C'était des noms un peu bizarres. Et nous, on en rigolait un tout petit peu. Et quelques noms même faisaient allusion. En fait, il en résultait une certaine concupiscence comme ça de certains noms de caves, mais qui faisaient vraiment allusion au sexe de façon Mhm. cachée. Mhm. Et nous, on en rigolait. Et à un moment donné, je dis aux potes, bah, moi, je pense écrire un roman. Et mon roman, je vais lui donner le nom d'un bar. Mhm. Et on s'est mis à inventer un peu quel nom on pourrait donner. Je leur ai dit, non, 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 les gars, laissez-moi vos noms bizarres là. J'ai un nom qui tout de suite va attirer l'attention des gens. Elle me dit, c'est quoi? Et là, bon, j'espère que la partie sera censurée. Et là, je leur dis, non, les gars, mon roman va s'intituler Cave 69 chez Orgie. Ah. Et là, on rigole. C'était une blague. On rigole. Et j'ai pris la chose au sérieux. Je me suis dit, je vais intituler mon roman comme ça. Mais quel sera l'objet du roman? Et là, je commence à réfléchir. Toujours en chemin. Donc, nous sommes en train de marcher et je nous vois, nous, parce qu'après, on avait basculé sur une discussion politique. Donc, je nous vois, nous, en train de marcher, en train de parler politique, révolution et tout. Et je me dis, mais tiens, ça peut faire l'objet du roman. Je peux parler de jeunes subversifs Mhm. qui mènent une lutte contre le système capitaliste et tout, qui se prennent pour des communistes, mais au moins qui veulent faire les choses de façon très différente et qui ont une notion propre à eux de la réussite. Et voilà comment je me mets à penser maintenant donc à penser ces trois personnages, à les développer et puis à créer une trame autour d'eux, une trame et des intrigues. Et ça m'a pris pas mal de temps. Mais je n'avais pas encore osé le coucher sur papier parce que je me jugeais un peu illégitime à le faire. Donc je subissais encore ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je me disais que je n'avais pas les qualités requises pour écrire un roman. D'autant plus que justement, je n'ai pas reçu de formation littéraire et tout. Donc pour moi, lire, c'était juste une distraction, c'était un divertissement. Et donc, je me sentais illégitime. Mhm. C'est le Covid qui me contraint à écrire parce que je n'avais rien à faire plutôt que de m'ennuyer. Comme ça, ou encore croyant retrouver un sens à mon existence dans l'écriture, bah, je me suis mis à écrire ce que j'avais traîné en tête depuis 2018. Et ça m'a pris, donc j'ai écrit de 2020 à 2021. Alors, maintenant, comment est-ce que j'apprends le prix? C'est de façon inopinée, puisque j'ai pour habitude de suivre les infos tous les jours. Et là, j'étais connecté sur RFI et j'apprends la création du prix. Il y a un appel à texte. J'étais en train d'écrire. À l'époque, j'étais peut-être à 40% de l'écriture du texte. Et je m'étais dit, bon, je ne vais pas me précipiter. S'ils ont fait une première édition, c'est qu'il y aura une deuxième édition. Donc, je vais prendre mon temps pour écrire. Donc, j'ai laissé passer cette première édition. Je me suis concentré sur l'écriture.
et dans un rythme de travail. Au départ, je travaillais pendant 8 heures par jour et après, j'ai eu un rythme de travail de 12 heures par jour. 2021, j'apprends encore l'annonce, toujours sur RFI. Là, je me dis, bon, je suis à 90% de la rédaction du texte, je peux le terminer, parce que là, je n'ai plus qu'un mois pour livrer le manuscrit, je peux toujours le terminer et puis le soumettre. Mais l'idée première n'était pas de remporter le prix. Pour moi, c'était surtout de savoir qu'est-ce que je valais à cette époque-là. Qu'est-ce que mon écriture valait. Le syndrome de l'imposteur. Exactement. Et je m'étais dit aussi, à défaut de remporter le prix, il fallait que je marque les esprits de façon à ce qu'on me propose au moins une édition. Donc j'avais ces deux buts-là, savoir ce que je vaux et aussi que l'on me propose une édition, donc me faire remarquer. C'était ça, mes deux buts. Mais sauf que, bon, Dieu a fait grâce. Non seulement je me suis fait remarquer, non seulement je me suis fait éditer, et en prime, j'ai remporté ce prix. Et je dois aussi dire qu'il y avait près de 400 manuscrits envoyés. Donc parmi 400 candidats, j'ai été, j'ai envie de dire, l'élu. Effectivement. Mais est-ce que quand tu écris le livre, avant que l'opportunité du prix se présente, est-ce que tu penses faire vivre le livre? Oui, je pensais déjà le soumettre parce que j'ai un ami avec qui on parle beaucoup d'édition et c'est lui qui m'a beaucoup appris du monde de l'édition avant même que je ne commence par écrire les toutes premières phrases de mon roman. Donc c'est Emeraude Kouka. Avec lui, on discutait beaucoup. Il avait déjà une certaine expérience des maisons d'édition. Et donc, il m'en parlait beaucoup. Et moi, pendant que j'écrivais, je m'étais dit que, bon, à la fin de la rédaction, je vais faire comme tout le monde. Donc, je vais envoyer mon manuscrit aux maisons d'édition européennes, parce que qu'on se le dise, c'est là-bas que le livre vit. C'est là-bas que le livre est mieux distribué. Il faut qu'on se le dise. Donc, je visais un peu ça. Donc, à l'issue, donc l'idée première était qu'à l'issue de la rédaction du texte, que je me mette à courir après les éditeurs. Et puis finalement est apparue cette opportunité-là, une opportunité que j'ai saisie, donc l'opportunité du prix que j'ai saisie, j'ai postulé et finalement, voilà, j'ai été lauréat. Donc, en prévoyant de courir après les maisons d'édition européennes, est-ce que parce que ton livre, l'objet est pertinent. Il vient même interroger ce que nous vivons au quotidien ici parce que c'est notre réalité. Est-ce que tu as une appréhension de comment sera reçu le livre une fois qu'il sera diffusé? Alors, non. Bon, une appréhension, comment dire? Disons que, on peut dire un tout petit peu quand même. Parce que même après avoir remporté le prix, j'ai toujours en moi ce syndrome-là de l'imposteur. Je ne m'attendais pas à cette reconnaissance-là. Franchement, je ne m'y attendais pas. À un moment donné, lorsque on ouvre sa boîte de messagerie dans quelconque réseau social et qu'on reçoit un message d'un lecteur qui te dit merci, alors que on ne lui a rien demandé, il n'était pas contraint de le faire, mais il t'écrit pour te dire merci parce que j'ai lu ton livre, il m'a fait beaucoup de bien. Et c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'on n'a pas produit du n'importe quoi. À partir de là, on se rend compte qu'on a un certain devoir aussi envers les autres. Donc, au-delà du devoir envers soi-même, on a également un devoir envers les autres. Et que ce qu'on écrit, ce qu'on produit d'artistique n'est pas forcément, n'est pas toujours banal. C'est une production qui a un sens et qui est capable de toucher les autres et peut-être même de changer leur vie. Et ça appelle aussi à une certaine humilité et aussi à un travail. Donc, on se dit, on va redoubler d'efforts, on va redoubler d'abnégation pour continuer d'être à la hauteur des autres. Mais comme je l'ai dit en amont, d'une certaine manière aussi, je
je m'y attendais un tout petit peu quand même. Pas au succès, mais au moins au fait que l'on reconnaisse mon travail parce que, comme je l'ai dit en amont, il y a l'excellence qui m'accompagne partout, Mm. dans tout ce que je produis. Et lorsque j'écrivais, je me disais que je dois être compétitif à l'étranger. Et c'est pourquoi quand je produis une œuvre artistique, je ne me, en fait, je ne me circoncis pas uniquement dans un contexte congolais, brazzavillois. Non, je n'écris pas que pour les Congolais. J'écris pour tout le monde. Je m'ouvre à une certaine universalité. Mhm. Et pour moi, l'universalité, c'est pousser l'autre à produire un effort. Et cet effort-là doit consister aussi à venir vers toi. Mm. Par exemple, si je raconte une réalité propre aux Congolais, une réalité qui peut échapper à un occidental. On va prendre un exemple simple sur la sorcellerie. Mm. Si je commence à raconter une histoire sur la sorcellerie, eux, ils peuvent qualifier mon histoire de fantaisie. Alors que pour toi et pour moi, c'est la réalité. Mais quand je vais écrire sur la sorcellerie, à quel moment je dois faire de sorte que mon histoire devienne universelle? C'est en étant capable de m'ouvrir, d'apporter des détails, d'apporter des précisions et un certain travail esthétique aussi pour qu'il soit accepté des autres et que les autres fassent facilement l'effort de comprendre ce texte sans pour autant qu'ils aient à le lire forcément sous le prisme de leur réalité. Mhm. Donc ils se disent que oui, là il ne s'agit plus de notre réalité, il s'agit de la réalité de l'autre que je comprends facilement. Mhm. Ça devient universel. Exactement. Et donc je me suis toujours employé à cela, à écrire de façon très ouverte pour pouvoir communiquer avec tout le monde et pouvoir pousser à l'autre, à mon vis-à-vis, à un quelconque lecteur de fournir l'effort et de se rapprocher aussi de ma réalité, de la comprendre facilement. Donc l'idée était vraiment d'être compétitif à l'étranger et de faire honneur surtout à l'histoire littéraire que nous avons marquée aussi. Parce que le Congo a une histoire littéraire. Exactement. Et justement, par rapport aux suites donc, du livre et de sa publication, tu entres dans ce qu'on va appeler une vie publique. Parce que tu es reconnu en tant qu'auteur congolais, mais cette reconnaissance, elle est internationale. Tu as écrit en ne te limitant pas au contexte congolais, même si tu parlais de réalité congolaise, tu as rendu ton livre, tu lui as donné une dimension universelle. Donc tu as reçu une récompense aussi universelle. On peut le dire. Donc à ce moment-là, comment tu vis ça? Déjà, tu vois que, comme tu l'as dit, de 400 manuscrits qui ont été envoyés, le tien a été sélectionné. Comment tu vis ce moment où tu sens que tu sors d'un niveau, d'un palier pour accéder à à un autre niveau? Ça me pousse à travailler, ça me pousse à être humble et à me remettre tout le temps en question. Ça me pousse à, à toujours transcender ma vision de l'écriture, à la redéfinir perpétuellement. Et donc, c'est cette redéfinition perpétuelle qui va me contraindre à me surpasser. À me surpasser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Parce que, à partir de là, j'ai appris à théoriser l'écriture. Mm. Donc, toutes les fois que je discute avec des écrivains, je me sers quelquefois de leur conception à eux de l'écriture pour pouvoir améliorer ma conception à moi, ma vision à moi de l'écriture. Aujourd'hui, par exemple, je réussis à trouver une forme d'oralité dans la photographie, dans la peinture, dans tout ce qui peut être figé ou statique. Et même dans le feu, par exemple. Je vois le feu, je réussis à entendre le feu. Et ça, c'est parce que j'ai fini par me... Bon, pas que j'ai fini, mais c'est surtout ce modeste succès qui m'a conduit vers cette nature-là, cette façon de me remettre tout le temps en question, cette façon de contempler le monde différemment et de tendre l'oreille pour pouvoir écouter ce que le cosmos, la nature a à nous dire. Mais pour en arriver là, il faut faire preuve d'humilité. Et heureusement que ma mère m'avait bien éduqué d'ailleurs, parce que sinon, à partir de ce succès, j'aurais pu me prendre la tête. Mais paradoxalement, cette reconnaissance m'a plutôt contraint à être humble, à être très humble et à pouvoir écouter les autres et à faire de sorte que les autres soient fiers de moi. Alors, tu le vis plutôt comme une responsabilité. Oui, une responsabilité, un devoir si on veut même.
Non, bon, quand je dis responsabilité, devoir, parce que le devoir ici ne consiste pas à faire passer des messages à tout va. Non, je pense que ça, c'est pas de mon ressort. C'est pas à moi de me constituer en prédicateur pour dire aux gens, écoutez, faites ceci, faites cela. Non, non, non. Je suis pas là pour parler de morale. Je suis pas là pour orienter les gens vers une certaine morale. Je suis là plutôt pour les pousser, donc pour pousser tous les gens, tout le monde, à se questionner. Si à partir du questionnement, ils peuvent s'orienter eux-mêmes vers une certaine morale, tant mieux. Et moi, je suis là simplement pour sortir les gens des sentiers battus, qu'ils en arrivent à remettre certaines vérités en cause, qu'ils se disent que ce qu'on apprend ou ce qu'on a appris depuis tout petit, ce qu'on a toujours cru inaliénable, n'est peut-être pas vérité. Est-ce que tu places des miroirs devant les gens? Ah, bon, Est-ce que tu as eu le sentiment de le faire avec le livre? hum, je me sers quand même de la réalité, du réel et du réalisme. Donc forcément, j'essaie de travailler avec ce que me reflète mon environnement immédiat ou peut-être même lointain. Donc oui, forcément, je pose des sortes de miroirs un peu face aux gens, forcément, parce que en ayant pour matériaux le réel, la réalité et le réalisme, d'une certaine manière, je mets les gens aussi face à une certaine vérité, ou encore face à l'absurdité de ce monde. Mhm. Je vais prendre un exemple tout simple, un exemple d'absurdité. Le billet de banque. Pour moi, c'est tellement absurde. Le même papier, la même encre. Juste parce qu'on a modifié un chiffre, la valeur du billet change. Mhm. Alors que c'est quelque chose qui est produit par l'homme. Encore, si on pouvait échanger avec, on va dire, quelque chose de naturel, les minerais par exemple. Donc on peut prendre de l'or comme avant. Je me serais dit oui, on peut attribuer une certaine valeur à l'or et commencer à échanger à partir de là. Mais dès lors qu'on attribue une valeur à un billet, en gros, c'est comme si je prenais n'importe quelle feuille et puis j'inscrivais 5000 francs là-dessus. Pour moi, déjà, ça, c'est absurde. Même si on va me dire, ouais, mais c'est bien plus profond que ça, il y a toute une étude, il y a tout un système, il y a... D'accord, n'empêche que le concept même de billet de banque est absurde. Un autre concept absurde, ce dont on est victime dans les administrations. Je vais établir un extrait d'acte de naissance. Donc, on me demande de venir avec mon acte de naissance. Je viens avec la photocopie en couleur de mon acte de naissance. On me dit, tu dois venir avec l'original. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je rentre chez moi, je reviens avec l'original, on photocopie l'original, on me le rend et il reste avec la copie. Je me dis, bon. C'est pas tout à fait le même papier. D'accord. Du coup, je comprends. Mais j'ai donc pour habitude de mettre les gens face à l'absurdité, parce que l'absurdité aussi, c'est mon thème de prédilection. Mm. Et donc, en gros, c'est un miroir que je mets un peu face à la société. Et c'est par là, justement, que je pousse les gens à se remettre en question. Et c'est par là aussi que j'interroge la notion de la réussite. C'est quoi réussir exactement? Est-ce que c'est se retrouver derrière un bureau et puis gagner un salaire à 6 chiffres? Est-ce que c'est accomplir son rêve? Est-ce que c'est juste se débrouiller à avoir un certain confort social? Donc, c'est ça les questions que je me pose, en fait. Et aujourd'hui, justement, quand tu regardes ton histoire, ton parcours, cette question, cette notion de réussite, chez toi, je pense que ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que les parents n'étaient plus là pour suivre comment tu allais, comment dire, concrétiser ton rêve d'aéronaute, en aéronautique, excuse-moi. Mais à ce moment-là, quand tu arrives à la littérature, que tu exerces ton talent, est-ce que tu aurais pu le prévoir un jour? Alors, je dirais non. Honnêtement, non.
Parce que oui, c'est vrai que j'avais déjà quelques velléités comme ça, mais non, je ne me voyais pas faire carrière dans l'art. Donc, j'aurais vraiment pas pu prédire cela. Et c'est ton entourage qui suit ce moment où tu bascules de cette vie où bon, là, tu n'es plus dans ton rêve, dans ton couloir. Tu dis que tu travailles pour survivre, Mhm, mais à ce moment où tu renonces à tout finalement mhm, pour suivre une carrière sur la base d'un atelier de slam et poésie. mhm. Parce que c'est ça la base finalement. Oui. Il se passe quoi autour de quoi de toi? Et d'abord, il y a un coup de foudre. Je commence par tomber amoureux du slam. Je tombe amoureux de cette forme de poésie. Et je finis par lui faire la cour et avoir une aventure avec elle. Et c'est une aventure qui s'étend jusqu'à présent. Donc, comme quoi, je suis un peu fidèle. Mais est-ce que ton entourage, quand il te voit vraiment tout quitter pour la poésie, on ne te pose pas des questions? Si tout le monde me pose toujours la question de savoir, mais comment j'ai fait pour passer d'un extrême à un autre, j'ai toujours répondu à cela en disant que pour moi, il n'y a pas de différence en fait entre la profession et la passion. Non seulement il n'y a pas de différence, mais on peut aussi euh, joindre les deux, suivre ces deux voies, surtout si les deux galopent, empruntent un même chemin. Donc c'est un peu comme les lièvres. On dit qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Et moi je dis souvent, si on peut suivre deux lièvres à la fois, ben, si les deux lièvres suivent le même chemin. Mm. Et pour moi, que ce soit les études et ce qui serait plus tard ma passion, empruntant tous les deux donc le même chemin, et je n'avais pas de décision à prendre en fait. Je n'avais pas de choix à faire à ce moment-là. Parce que pour moi, tout était clair. Je suis à l'école pour me faire employer, mais je fais du rap, ou j'écris, je fais de la poésie pour du plaisir en fait. C'est juste pour du plaisir. Mais après, beaucoup plus tard, lorsqu'on fait face à une certaine réalité, quand on se rend compte que la passion peut devenir sa profession, bah, à un moment donné, on se dit, pourquoi me lever le matin à 5 heures, se battre pour avoir les déplacements, aller bosser quelque part, et puis enrichir une personne qui va te payer. Mais en fait, à un moment donné, quand on fait face à une certaine ingratitude de la part de son employeur, on se dit que ça ne vaut pas la peine. Mhm. Et voilà comment est-ce que, lorsque j'ai su que je pouvais faire de ma profession, plutôt faire de ma passion ma profession, j'ai fait le choix de travailler pour moi. J'ai fait ce choix-là. Ça a été difficile, ça a été osé, parce que j'ai fait face à, à certaines résistances de la part de mes parents qui ont pensé que mon choix n'était pas judicieux. Mais d'un autre côté aussi, à un moment donné, ça énerve. Quand on ne te paye pas à ta juste valeur parce que tu es là quand même, tu travailles, tu te démènes. Tu vois comment est-ce que l'argent entre dans la boîte, tu vois comment est-ce que l'employeur s'enrichit, mais toi, tu t'enrichis pas en fait, parce que tu te bousilles la santé, mais tu ne gagnes pas grand-chose. Et tu as même du mal à joindre les deux fins de mois. Donc, après, on prend la décision, on se dit, bon, ok, je préfère travailler à mon compte, euh, autant créer un marché autour de moi, Mhm. aller animer des ateliers d'écriture, gagner des sous grâce à ça, faire des prestations, multiplier. Et c'est ça aussi qui pousse à un moment donné à se dépasser. Parce Mhm. qu'on devient un produit soi-même. Surtout quand on est dans l'art, on devient un produit. D'où la notion de l'excellence qui est très importante. Parce que nous sommes nombreux à être dans le marché. Mais à quel moment est-ce qu'on va te choisir, toi, plutôt qu'un autre? C'est parce qu'il faudrait que tu manifestes une certaine plus-value. Tu dois présenter quelque chose qui ferait que on te choisisse toi et pas un autre, qu'on pense à toi tout de suite et pas à un autre. Et c'est ce qui m'a poussé à un moment donné à ne jamais m'arrêter de travailler, à mieux travailler mes textes de slam et aussi à bien travailler mon roman. Alors là, tu dis des choses qui sont profondes parce que la notion de réussite, elle est problématique, surtout dans d'autres contextes congolais.
Mhm. Parce que justement, on parlait des parents, de la famille, des pressions qu'on reçoit à gauche, à droite. Mhm. Et puis, ce côté conservation dont tu avais parlé. Voilà, donc, à un moment donné, toi, finalement, tu as un talent, tu l'as toujours eu, mais tu reconnais que c'est différent, enfin tu es différent des autres parce qu'on te dit, bah, moi je passe pas mon temps à rêver, je passe pas mon temps à imaginer, à visualiser, tu te rends compte que c'est pas chez tout le monde, c'est chez toi et finalement tu fais un parcours, tu te professionnalises, Mhm. tu fais de toi un produit et tu te professionnalises, Exactement. donc finalement tu as plutôt un raisonnement cohérent, te dire voilà, Mhm. je peux gagner autant, sinon plus qu'en étant employé, et avec ce côté reconnaissance qui ne dépend pas de... Exactement. Mais et aussi, il y a la gestion du temps. Parce qu'à un moment donné, quand tu es employé, tu es soumis à un certain temps de travail. Tu te lèves à 5 heures parce qu'il y a des problèmes de déplacement, tu dois faire face aux embouteillages, et même quand tu fais face à tout ça, quelquefois, tu es contraint de prendre un taxi. Donc, quand tu multiplies le taxi, on va prendre le prix le plus en deçà, donc 1000 francs. 1000 francs fois 30 jours, ça te fait déjà 30 000 sur un salaire de 100 000 francs. Il ne te reste plus que 70 000. Mhm. Et sur 70 000, tu as un loyer de 30 000, il ne te reste plus que 40 000. Tu as l'eau et l'électricité, il ne te reste plus grand-chose pour manger. Sans compter encore les cousins, les oncles qui viennent te dire, écoute, j'ai mal à la tête, est-ce que tu ne peux pas m'acheter un Doliprane? Là encore, c'est une certaine économie qui se disperse en fait, qui s'écoule. Mais quand on a du mal à tout ça, non seulement on gagne très peu, mais on prend tout notre temps. On le donne à autrui. Exactement. Pour l'enrichir, justement. Et quand on prend la décision, parce qu'à un moment donné, j'ai eu à peser aussi le pour et le contre. Quand j'ai pris la décision de gagner de l'argent exclusivement par l'art, l'une des motivations, ou du moins l'un des arguments a été le temps. Parce que je serai maître de mon temps. Mhm. Quand je ne vais pas prester, quand je ne vais pas animer des ateliers d'écriture, j'aurai tout mon temps à moi pour faire autre chose, pour créer, ou peut-être même pour jardiner un tout petit peu. Ou du moins, néanmoins, j'aurai mon temps à moi. Et ça a été un argument qui a beaucoup pesé sur la balance. Tu avais Donc, besoin de ton temps. j'avais vraiment besoin de mon temps, d'être maître de mon temps. Et lorsque je vois certaines... Bon, je ne sais pas que j'encourage les gens à quitter leur emploi, mais c'est juste que moi, ça me fait mal, en fait, lorsque je vois certains parents qui se lèvent tôt le matin et qui se battent déjà avec les moyens de transport. On sait comment est-ce que c'est très compliqué ici, et qui gagnent très peu et qui ont beaucoup de responsabilités. Et je me dis, mais ça, c'est de l'exploitation. Et arrivé à la retraite, Arrivé à la retraite, on il n'y a pas de apprend, pension. c'est ça, il n'y a pas de Ils se pension. Et toi, on retrouvent apprend à qu'il y a un des grèves. personnage comme ça qui se sert aisément dans les caisses de l'État et qui prend ce qui était censé revenir. Ça crève le cœur, hein. Ben oui, Quand tu voilà, passes devant eux et qu'ils sont là à faire du bruit pour réclamer des pensions alors qu'ils ont travaillé toute leur vie pour ça. exact. Non seulement ils ont travaillé, ils ont servi l'État Mhm. toute leur vie. Et ils ont cotisé pour leur retraite. Ils ont cotisé pour leur retraite. Et voilà comment ils sont payés. Donc tout ça, ça ne motive pas en fait. À un moment donné, on se dit non, mon temps, je veux le consacrer à moi, à me faire plaisir. Et Dieu a fait grâce que je sois capable justement d'être maître de mon temps. Mais je sais que c'est pas une grâce qui est donnée à tout le monde. Ça, j'en ai conscience. Et c'est pourquoi je me sens privilégié. Et tous les matins, lorsque je me lève, à 12 heures, parce que pour moi, le matin commence à 12 heures, lorsque je me lève, je vois un peu ce privilège que j'ai, moi, de ne pas éprouver une certaine pression du temps. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, aujourd'hui que tu as vraiment réussi à porter au plus haut cette carrière
on dit au plus haut, mais on ne sait jamais, hein, demain est un autre jour. Maintenant que tu as vraiment réussi, en tout cas, à emmener à une dimension internationale ta carrière, comment justement ce même entourage qui trouvait que ton choix n'était pas judicieux hier, quel regard il porte sur toi aujourd'hui? Alors, je pense que j'ai encore un long chemin à parcourir. J'ai encore beaucoup de preuves à démontrer. Parce que jusqu'ici, je ne me considère pas encore comme étant un écrivain. Je me définis encore comme étant un romancier. Donc, je dois encore faire mes preuves. Et le chemin est très long. Et je travaille pour ça. D'un autre côté, le regard des autres, mais forcément, ça change. Mhm. Parce que là où il y avait le doute, là où les gens étaient dubitatifs, il y a la fierté maintenant. Mais c'est ça aussi la vie. C'est ça les défis de l'existence. C'est être capable de transformer un sentiment négatif en un autre qui soit positif. Être capable de transformer une appréhension en un espoir. Mhm. Et je pense que je suis arrivé à accomplir ce petit tour d'alchimie. Donc, grâce à ce que j'ai pu produire jusqu'ici, bah, ce qui à un moment donné a failli virer au mépris aussi, facilement est devenu un espoir. Et voilà comment on commence à faire de moi une sorte de modèle, une sorte d'exemple. Mais je dirais quand même que il faut quand même faire attention parce que oui, je peux être un modèle, mais les gens ne devraient pas croire que parce que ça marchait pour moi, que ça marcherait forcément pour les autres. Et c'est pourquoi quand je prends dans toutes mes prises de parole, je m'arrange toujours à faire comprendre aux autres qu'on a la possibilité de pratiquer de l'art et de suivre ses études. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être, je sais pas moi, ingénieur, je sais pas dans quelle entreprise ou manager, voilà, dans une entreprise de la place et à ses temps perdus, être musicien ou sculpteur ou romancier. Donc, de mon point de vue, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut juste savoir comment gérer son temps. Et tu dis quelque chose de très important parce que le concept de l'émission s'appelle Renaissance, de ces personnes qui sont parties d'un point, d'un extrême à un autre, comme toi. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche pour toi et pas pour les autres? Et qu'est-ce qui fait que tu tiens ce chemin de solitude qui aurait pu virer au mépris, mais qui vire à la fierté? Chez toi, qu'est-ce qui fait la différence? Alors, au-delà du travail, j'ai toujours associé Dieu dans tout ce que je fais. Oui, je me donne à fond, mais d'un autre côté, j'associe Dieu. Et je pense que je lui dois tout, donc y compris les qualités que j'ai. Et c'est pourquoi je me sens vraiment privilégié. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, privilège. Je me sens vraiment privilégié parce que je me dis que je bénéficie de sa grâce, et jusqu'à présent. Récemment, j'étais là, donc je venais de me lever, donc à 12 heures. Et j'étais en train de réfléchir un peu à l'avenir du roman, CAV 72, et puis à mon avenir aussi. Bon, qu'est-ce que je vais faire après et tout. Ça fait quand même 4 ans maintenant, on peut dire 4 ans ou 3 ans et quelques mois que le bouquin est sorti. Je dois faire paraître un second. Mais en attendant que le second ne paraisse, je vais faire quoi? Comment est-ce que je vais encore exister sur le marché? Et pendant que je suis en train de réfléchir, j'apprends une nouvelle. On me dit, donc je reçois un mail dans lequel on m'informe que CAV 72 est traduit en allemand. Il va paraître en Allemagne et en Suisse allemande et en Autriche. Donc, sera dans les librairies de ces pays-là à partir du mois de mars. Je me dis, mais tiens. Félicitations. Merci.
Et ça fait une seconde vie pour Cap 72. Oui. Bon, je dirais même une troisième vie pour Cap 72. Parce qu'il y a eu l'adaptation Au au théâtre. théâtre, qui pour moi était une seconde vie. Donc là, ça fait une troisième vie pour Cap 72. Mm. Donc, je me remets encore sur le marché, mais sur un autre marché. Donc, je continue d'exister. Mais ils sont nombreux à avoir écrit des bouquins peut-être meilleurs que le mien, et qui jusqu'ici n'ont pas eu cette chance-là d'être traduits dans une autre langue. Et donc, pour moi, c'est vraiment une grâce. C'est pas quelque chose qui m'est méritoire. Je ne crois pas que ça m'est méritoire. Moi, je crois plutôt que c'est une grâce que je bénéficie de Dieu. Et peut-être dans ma relation avec lui, parce que dans tout ce que je fais, je le mets toujours en avant. Dans ma relation avec lui, je crois qu'il se dit certainement « Ah, le petit, il est intéressant. Malgré son succès, il n'a pas la grosse tête. Allez, zoa ma pamboli. » C'est un peu comme ça que je vois les choses. En tout cas, donc pour toi, c'est vraiment Dieu qui fait la différence. Il y a Dieu et il y a le travail. Donc, je les associe toujours tous les deux. Je me donne à fond. Et puis, je lui dis, bon, moi, j'ai fait mon taf. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je me suis donné à fond. Maintenant, toi, tu fais le reste. Donc, vous collaborez. Exactement. Tu fais ta part de travail et lui, il fait la sienne. Oui, parce que je lui dis souvent, écoute, quand on va dire que ce que j'ai fait là, c'est bien, en retour, je vais faire un témoignage. Je dirais que c'est toi. Ah. Donc, c'est ça un peu le pacte que j'ai avec lui. Donc, merci de nous faire cette grâce de témoigner sur Renaissance. C'est pas rien, non, mais vraiment, c'est pas rien parce que c'est très rare d'avoir ce témoignage-là. Des écrivains, artistes qui sont arrivés à cette dimension et qui mettent Dieu en avant. Donc, nous, on te remercie de nous avoir accordé ce privilège. Et donc, tu dis une chose, moi, je reviens dessus, c'est attention, c'est pas parce que ça marchait pour moi que ça va marcher pour vous tous. Que chacun reconnaisse son chemin. Exactement. Voilà, donc c'est pas vraiment, c'est pas prêcher, hein, dire c'est absolument ça ou absolument ça. Pour moi, il n'y a pas d'absolu là-dedans. Il n'y a pas d'absolu. Et de toutes les manières, je crois que le destin finit par se révéler lui-même. Et c'est pourquoi il faut se considérer comme étant une patte informe. Et laisser l'expérience de la vie nous modeler. Et c'est par l'expérience de la vie que le destin finira par s'affirmer en lui-même. On saura que ça, c'est mon chemin, ça ne l'est pas. Parce qu'on peut avoir des qualités. Il y a des signes qui sont trompeurs aussi. On peut avoir des qualités et se dire, ça, c'est fait pour moi. On peut être bon en sculpture, par exemple, et puis se dire que mon destin à moi est de mener une carrière de sculpteur, alors que non. Tout comme on peut être très fort en mathématiques, brillant à l'école, et se dire, moi, je suis appelé à devenir cadre dans une société, alors que non. Donc, il faut ne jamais abandonner une certaine piste. Pour moi, il faut suivre toutes les pistes, tant qu'elles nous conduisent dans la même voie. On suit toutes les pistes, qu'on n'ait pas à faire de choix, et le choix va s'opérer en lui-même. Il va s'opérer en lui-même. Alors, tu nous as parlé de ta famille. Oui. En tout début d'émission, j'aimerais vraiment profiter de ouvrir une petite parenthèse dans ce sens-là parce que tu es, je sais pas comment le dire, tu es le partenaire de vie d'une personne, d'une invitée que nous avons reçue ici, qui est aussi comme toi, une personne qui a une reconnaissance publique. Alors, comment tu vis ça? Bon, on est des humains. Donc, pour moi, nous deux ne sommes pas si spéciaux que ça. C'est juste que on se sert de nos qualités, de nos compétences pour pouvoir servir un certain idéal. Et le destin a fait de sorte que nos idéaux à nous puissent converger. Ouais. Et donc, voilà comment on se soutient mutuellement. Quand elle a besoin de mes compétences, je suis là. Et quand j'ai besoin de ses compétences aussi, elle est là. Et d'ailleurs, c'est ma première lectrice. Donc, lorsque j'écris un texte, c'est d'abord à elle que je soumets le texte. C'est d'abord à elle que je demande un avis. Donc, on a ce partenariat-là entre elle et moi, cette collaboration. Et on vit avec cet équilibre-là. Donc, pour moi, on est juste un couple normal, un couple lambda qui a réussi à trouver son équilibre.
Est-ce que vous êtes réellement un couple normal ou est-ce que vous sentez parfois cette attente ou cette responsabilité citoyenne, justement? Parce que à vos étapes, à ton étape, comme à la sienne, Mhm. on ne vit pas tout à fait pour soi. Oui, c'est vrai qu'on ne vit pas tout à fait pour soi, mais même sans être une personnalité de notoriété publique, on ne vit pas pour soi. Mm, On vit toujours pour un autre. mm, Ça peut être pour son fils, ça peut être pour son frère, ça peut être aussi pour un ami. Donc forcément, on vit pour quelqu'un d'autre. Maintenant, on va dire que oui, mon statut a changé. Bon, ça c'est d'un point de vue sociétal. On va dire que mon statut a changé. D'accord. Ça, je peux l'accepter. Ce qui m'oblige donc à admettre un certain rôle au sein de cette société-là. Et elle également, elle a accepté son rôle et elle le joue parfaitement d'ailleurs. Mais si elle le fait, pour elle, ce n'est pas une injonction. mhm, Pour elle, c'est aussi un plaisir. mhm, Donc, elle prend plaisir à mettre en place des projets qui vont aider les autres, mhm, qui vont aider son prochain. Et moi, ça me fait plaisir de la voir prendre plaisir à aider les autres. mhm, C'est pareil pour moi. Je prends plaisir à faire ce que je fais. Je prends plaisir à à pousser les gens à se remettre en question. Et je prends plaisir à aller dans les écoles et à parler de patriotisme, de valeurs à certains enfants. Parce que je me dis que le véritable combat, on ne va pas le mener là tout de suite face à une certaine force, face à des dirigeants qui ont un pouvoir de répression que nous, on n'a pas, parce qu'eux, ils ont la police, l'armée, la gendarmerie pour eux. Nous, le peuple, nous avons quoi? Rien. Donc, je ne peux pas, là, tout de suite, me lancer dans un bras de fer contre mhm, un pouvoir en place. mhm, Sinon, je vais perdre. Ça, mhm. c'est indéniable. Et qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'aime mon pays, je vais dans les écoles. Je ne parle pas de politique. Je précise bien, je ne parle pas de politique. Je dis simplement qu'il y a un plaisir à mériter les choses. Donc, j'inculque aux enfants la notion de mérite. Et toujours en les poussant à se remettre en question. Et je prends plaisir à le faire à travers l'écriture. Parce que quand un enfant écrit son texte tout seul et qu'on apprécie ce texte, il se dit qu'il a mérité ses appréciations. Mhm. Et je lui dis, voilà, si rien que par l'écriture d'un texte, tu te sens fier de toi, parce que tu te dis que tu as mérité les applaudissements des autres, maintenant dis-toi combien est-ce que ce plaisir-là serait décuplé quand tu poseras quelque chose, quand tu poseras un acte bénéfique pour toute une société et que l'on t'applaudirait pour cela. Et rien que par ces propos, les enfants peuvent se remettre en question, ils peuvent arrêter de tricher pendant les devoirs, parce qu'ils ont pris plaisir à travailler. Donc on va dire que oui, je les manipule un tout petit peu, d'accord, ça je l'assume, mais pour la bonne cause en fait. Donc je les pousse à se remettre en question, à remettre en question la société dans laquelle ils vivent, et aussi à toujours se considérer comme étant des personnes qui doivent accéder à l'excellence. Et donc, vous vous complétez bien à ce niveau-là. Oui, et bah, voilà pourquoi on dit aux gens de ne pas se précipiter quand il faut faire la cour aux femmes. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps, le soin, tu observes. Ah, c'est ça. D'accord, nous allons passer donc, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Et nous Ah, allons déjà? oui, nous allons donc t'accorder le mot de la fin et passer donc à la deuxième partie où nous allons lire un extrait. Tu vas nous lire un extrait de CAF 72 et peut-être un texte de slam et nous serons ravis de t'écouter. Donc, si tu as un mot de la fin, nous t'écoutons. Ah, voilà encore un autre exercice pour lequel je ne suis pas doué. Mais bon, que dire sinon? Merci, merci de m'avoir invité. Merci aux auditeurs de la radio Magnificat. Et voilà, donc je ne peux que faire étalage ici de ma gratitude. Merci à toi pour ces confidences,
pour ce regard que tu as porté sur ton propre parcours. Ce n'est pas toujours évident de revenir en soi pour regarder tout ce qu'on a vécu. Alors, nous sommes là, donc la deuxième partie de notre Café Slam, et tu nous as préparé un extrait de Cave 72. Exactement. Alors, une nuit sans les lumières de l'enseigne de Cave 72, sans la playlist de DJ Calcio, alias Bal et les Kamutoa Lekate, sans Maman National et ses drôles d'anges, sans les prestations de slam de Didi, sans les performances de lecture de Verdas et Ferdinand, avaient été jugées insupportables. Les crochets du portail de l'état-major grincèrent. Un peloton d'une vingtaine d'hommes et femmes armés d'AK-47 tenait en joue la foule qui contint soudain son hystérie. Elle prit ses distances des hommes en treillis, recula de plusieurs pas, obstruant ainsi totalement la venue. La horde armée libéra un couloir d'où sortit un homme grand et rondouillet. Sa charge pondérale fut telle qu'elle dissimulait le ceinturon entourant sa taille. Il tenait dans sa main droite un mégaphone. « Tu arrives à nouer seul tes lacets ?» lança une voix de bambin dans la foule. Le planton perché du haut de sa tour de guet étouffa de justesse un fou rire. Mais l'homme au rondouillet le sanctionna d'un regard. Il appuya sur un bouton du mégaphone. Un son strident percuta les tympans. « Votre présence en ce lieu est considérée comme une menace à la sécurité d'État. Je vous somme de circuler au plus vite. » Le peloton joua quelques salves dans les airs. Des balles à blanc plagièrent au décibel près l'explosion de celle qui allonge les vivants. Un concerto de cris de panique se fit entendre. En face, de l'autre côté du boulevard, entre les murs du lycée Anne-Marie Javoué, l'affolement gagna les esprits. « Si vous ne dégagez pas tout de suite, les prochaines balles seront pour vous. » La foule baignait dans un silence stupéfait. L'intimidation clouait leurs lèvres. Une voix émergea du silence. Les paroles qu'elle chantait stimulèrent la fougue et l'ardeur des autres. Une deuxième voix l'accompagna. Une troisième se fit entendre. Une quatrième, une cinquième, puis reprirent les claquements des timbales. Ce fut à nouveau une chorale qui chantait « Tokokendete, Tokolalawa, Babo Mabiso, CPI Ayoka ». La foule, parée de détermination héroïque, s'avançait dans un rythme lent, rempli d'une assurance défiant les soldats. L'homme rondouillet donna l'ordre d'un geste de la main et ceux-ci firent chanter le sélecteur de leur outil. La foule ne broncha pas, comme si elle fût d'un coup immunisée contre toute intimidation. À mesure qu'elle se rapprochait du portail, le peloton reculait. « N'avancez pas !» intima le planton posté dans la tour de guet. Le noyau d'une mangue vola vers lui, sonna son casque comme une matine. L'impact bascula sa tête en arrière, son corps entier tituba. Son doigt pressa la gâchette. Quand il eut repris ses esprits, la foule entourait une jeune fille et un homme d'âge mûr qui pissait du sang. Cave 72. J'aurais bien voulu connaître la suite, mais on va donc inviter les auditeurs à chercher le livre. Exactement. C'est un peu le but aussi. Exactement. Donc, c'était un plaisir. Et moi, j'aime beaucoup ton écriture parce qu'elle est très imagée, justement. Merci. Vraiment, le côté descriptif, ça nous emmène à une immersion. C'est comme si on y était. Et je pense que pour le fond et pour la forme, ce livre mérite d'être là où il est. Merci. Alors, le texte de Slam. Alors, il est des évidences qui ne se constatent pas, comme des torts à l'origine de nos douleurs endogènes, ou le tempo du mépris sur lequel le cœur de l'homme bat, qui fait de l'amour une anomalie dans nos gènes. Pour en déceler l'épine, j'ai dû chercher des signes avec le sentiment d'investiguer au mauvais endroit, que la quête devrait se faire hors des sphères du tangible, loin de ce que les yeux offrent à croire et pour lesquels on flamboie pas d'autre choix que de contraindre mon esprit à une transcendance, puis relever la perception métaphysique de l'existence, courir, courir, courir et atteindre la pertinence, courir, courir,
courir pour en révéler le sens, échapper à l'inconfort d'une identité tourmentée, être submergé d'innocence et ne voir en l'autre que beauté, faire de chaque jour la quête d'une cohésion égarée, prier pour que se taise le racisme à tout jamais, prier pour que se taise le tribalisme à tout jamais, prier encore, prier toujours, prier à son écorche et la foi, prier parce qu'on aura omis d'aimer et de marcher droit, congédier Dieu du théâtre des abominations et inférer que lui aussi peut s'indigner de sa création. Lui aussi peut s'indigner de sa création. Que le slam s'enflamme. Alors moi, j'ai une petite proposition. Elle est toute petite, ça fait partie de mes premiers textes. Bon, je reviens sur mes mots. Il n'est destiné à personne. Il n'est destiné à personne. Le texte, il s'intitule « Je t'erre ». J'aimerais tellement te dire « je t'aime », mais pas que tu vois tout ce qu'il y a derrière. Mes douleurs, mes laideurs, mes peines, mes blessures invisibles et mes plaies. Je manque de confiance, c'est certain, mais comment veux-tu la voir quand tu es toute cabossée? Je ne te dirai pas que ça sera le paradis, le 7e ciel. En vrai, ça ressemblera plus à un enfer. Je ne te dirai pas que ça sera que paix et lune de miel. En vrai, ça ne sera que fuite et lutte intérieure. Je ne te dirai pas que je vais gérer, que je vais assurer. En vrai, j'aurai plus tendance à déserter. C'est dur à dire, je me sens blêmir. J'en ai même honte et me sens confuse, car je sais que je n'ai que mes plaies à te présenter. Je suis un peu handicapée, c'est vrai, pas que de mon corps, ma santé, mais aussi de ma vie, de ma façon de me comporter, d'agir, de réagir et d'interagir. Je marche un peu à côté de moi, c'est vrai. Parfois tu me trouveras bien centrée ou désaxée, pleine d'entrain, d'enthousiasme ou perdue au fond de mes baskets. Mon cœur est ouvert mais mon âme est lourde, mes sentiments sont côté jour et mes réactions côté court. Je pique, je fais mal et j'ai un peu de mal avec l'intimité. Comment donner quand j'ai toujours été dépossédée? Comment montrer quand on m'a appris à me cacher? Comment me laisser toucher quand j'ai appris à repousser, à éviter? Alors j'ai tendance à me réfugier dans cet endroit où tu peines à me trouver, le royaume des anges ou le paradis des fées, l'entre-deux-mondes, le bar des illuminés, où pour la première fois on s'est rencontrés. Sans évidence, tu as su me retrouver dans le fil perdu de nos vies. Alors au fond de toi, dans cet endroit où tu es toi aussi centré, tu sauras me retrouver, me couvrir de ton armure et me protéger. Il n'est destiné à personne ce texte. Voilà. Bravo, il est beau. Merci. Il a un bon rythme. Merci. Nous voilà donc arrivés au terme de notre émission. Nous avons reçu Fanatiki Mompouya qui nous a parlé de son histoire, de comment il est parti de la technologie à la littérature. Exactement. En étant au minimum excellent, au minimum, et comment la main de Dieu l'a guidé dans tout ceci. Exactement. Donc c'était donc Renaissance et nous invitons nos auditeurs à nous retrouver sur YouTube donc pour revoir l'émission à volonté. Et donc l'orthographe de l'émission, je la reprécise, elle s'écrit R-E-N-E-2-S-E-N-C-E, Renaissance. R-E-N-E-2-S-E-N-C-E. Nous disons merci à Exaucé, qui nous a conduit tout au long de cette émission. Et merci à la régie qui va transmettre cette émission jusque dans vos foyers. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission